Bonjour tout le monde. Le dernier podcast sur l'Ukraine a eu quand même un bon succès. Beaucoup de gens nous ont écrit, m'ont écrit pour dire que c'était super intéressant et qu'ils avaient beaucoup aimé l'intervention de Jean-François qui avait trouvé mesurée puis éclairante dans les circonstances. Il faut savoir qu'au moment où on enregistrait ça, il n'y avait pas encore de soldats russes qui avaient pénétré la frontière ukrainienne. Ou en tout cas, du moins, ce n'était pas encore une évidence comme telle qu'il y avait une invasion, là, pour reprendre les termes qu'on entend dans les différents médias. Donc, on a eu l'idée de refaire une suite à ça pour voir où on en est. Une semaine plus tard, on est une semaine et on est 8 jours plus tard. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses. Jean-François, ben d'abord, merci d'être revenu. On va essayer de faire ça un petit peu plus court aujourd'hui pour ne pas monopoliser ta soirée et ta vie familiale, là. Mais est-ce que tu es surpris de la tournure que les événements ont pris? Parce que quand on s'est parlé, ce qu'on sentait, c'est que, bon, chez Poutine, il y a une position défensive qui consistait à dire, regardez, il n'est pas question que les pays qui nous sont satellites continuent à entrer dans l'OTAN. Et puis là, il faut défendre nos intérêts, il faut défendre nos frontières, il faut défendre les territoires séparatistes qui ont été brassés pas mal par le gouvernement ukrainien dans les dernières années. Moi, je pensais qu'il allait y avoir un genre d'escalade, des menaces, peut-être quelques missiles ou quelque chose comme ça. Mais de voir ce que j'ai vu, là, la lignée de 60 kilomètres de chars d'assaut qui se promènent autour de Kiev, moi, je ne pensais pas le voir, ça. Je pensais pas qu'on allait aller jusque-là. Toi, c'est quoi ta lecture de ces événements-là? Non, moi non plus. Honnêtement, j'ai été surpris. Puis je disais encore 24 heures avant le début de l'invasion, une entrevue que je croyais pas que Poutine allait envahir le territoire ukrainien parce que le coût à payer était trop élevé à mon avis. Puis j'avais évoqué deux aspects à l'époque. D'abord, la dimension militaire. Donc, c'est pas parce que sur papier, on a une armée plus puissante que celle de son adversaire que ça nous garantit la victoire. Et c'est ce qui est en train de se produire en ce moment, là. L'armée russe est en train de s'enliser pour différentes raisons là, dont on peut parler. Puis l'autre aspect aussi, c'était les sanctions économiques. Ça, c'était inévitable. Ça avait été Biden et les autres chefs d'État, de gouvernement occidentaux avaient prévenu Poutine que s'il envahissait l'Ukraine, les sanctions allaient faire extrêmement mal. Et effectivement, les sanctions font extrêmement mal. Et puis, donc, dans Plus la que ce qu'on perspective, pensait, je pense aussi, hein. ben, oui, Parce que parce moi, en tout que cas, de mon vivant, je n'ai jamais vu de tel type de ça. Tu sais, je te parlais avant qu'on rentre en ondes du conflit israélo-palestinien ou en tout cas, ou encore ce qui s'est passé en Irak. Tout ça, le mouvement mondial qu'on voit en ce moment de sanctions qui est un petit peu calqué sur le mouvement du cancel culture qu'on voit par rapport à certaines personnes. C'est-à-dire que, puis je ne fais pas de jugement de valeur ici, c'est plutôt l'idée que quelqu'un fait quelque chose, les gens emboîtent le pas, ça met de la pression sur d'autres mondes. Puis là, on voit que c'est même des micro-États ou des provinces comme le Québec qui commencent à dire ah, ben nous, on barre tel produit, on enlève telle affaire. Puis peu importe si ça a un effet ou pas, ça reste que quand même, globalement, il y a un effet d'entraînement où même le président du Mexique s'est fait demander ouais, mais vous n'allez pas faire de sanctions. Puis il dit ben là, moi, je n'ai pas vraiment intérêt pour l'instant à faire ça. Puis tu sais, il y a de la pression sur lui, là, dans le sens que c'est mal vu de ne pas le faire, là. ouais. Puis en fait, ce qui est un petit peu surprenant avec les sanctions qui ont été imposées, c'est on s'attendait à ce que les sanctions soient ciblées. Donc, ciblées contre les individus qui ont engagé leurs responsabilités personnelles dans le conflit. Donc, des décideurs politiques russes qui auraient pu freiner Poutine ou voter contre le projet d'annexion, de reconnaissance d'indépendance des deux provinces autonomistes de l'Est de l'Ukraine. Or, les premières sanctions des premières 24-48 heures ont fait du sens. Donc, c'est Poutine, Sergei Lavrov, les principaux généraux de l'armée russe, les principaux oligarques, les 300 quelques députés du Parlement russe, d'Adouma, qui ont voté en faveur de la loi reconnaissant l'indépendance des deux entités de Luhansk et de Donetsk. Donc, ça faisait du sens. Donc, ces individus-là ont engagé leurs responsabilités dans une guerre d'agression. Donc, c'est un Mhm. crime contre la paix. Donc, c'est tout à fait normal que ces gens-là soient ciblés et victimes de sanctions. Or, les sanctions maintenant sont devenues indiscriminées. Et on l'a entendu de la part de différentes personnes. Bernard-Henri Lévy, le philosophe français, a dit il est important d'étouffer l'économie russe
Bruno Le Maire, le ministre français des Finances, a utilisé l'expression de guerre totale. Une guerre totale, c'est il n'y a pas de quartier, on ne fait pas de prisonniers et on va cibler tout le monde. Et là, ça devient extrêmement problématique, d'une part sur le plan politique et aussi sur le plan moral. Donc, sur le plan politique, en fait, les conséquences, dans les faits, là, c'est que c'est la population civile en ce moment qui est en train de payer le prix de ces sanctions-là. Et l'objectif de l'Occident, c'est en faisant pression sur la population civile, on espère que ces gens-là vont se révolter et renverser Poutine. Mais on parle vraiment, là, je vais te donner un exemple très précis dans mon cas, parce qu'au Kazakhstan, l'économie kazakh est interdépendante à l'économie russe. Donc, on a subi les contre-coups de ces sanctions-là. Comme beaucoup de pays autour, de ce que j'ai compris, là, Ouais, ouais. la Géorgie, tous ces territoires-là, c'est super dépendant de la Donc, Russie. c'est ça. Donc, tous les pays qui ont une économie le moindrement interdépendante avec la Russie ont subi les contre-coups. Donc, ici, le salaire moyen au Kazakhstan, c'est à peu près 500 euros par mois. Donc, moi, le dimanche, j'ai commandé du poisson et mardi, la fournisseur, elle me téléphone puis elle me dit écoute, Jean-François, à cause de ce qui se passe en Russie, la dévaluation du rouble, ça a un impact sur la devise locale. Donc, moi, je dois payer mon broker en devise étrangère. Donc, comme la devise locale a perdu 15 de sa valeur au cours des 24 dernières heures, je dois te demander de payer 12 de plus. Bon, ben, OK, bon, parfait, j'ai payé, je me dis, c'est pas de sa faute. La livraison a eu lieu aujourd'hui. Et puis, 1 heure avant la livraison, il m'a rappelé pour me dire écoute, il y a encore une dévaluation, il faut que tu payes 2 de plus. Donc, imaginez, là, c'est une perte de pouvoir d'achat des gens au Kazakhstan d'environ 15 de leur salaire qui a disparu au cours des 4 derniers jours. Donc, et le salaire moyen, c'est 500 euros. Donc, imaginez si sur 500 euros, vous voyez 15 de votre pouvoir d'achat disparaître. Les gens étaient déjà là, à côté pour payer leur loyer, payer leur voiture, leur épicerie. Il y a des gens là, maintenant, là, ils vont être obligés de faire des choix. Puis ça va être, on va manger 2 fois par jour au lieu de manger trois fois par jour. On va être obligé de couper à quelque part. Puis on ne peut pas couper sur son loyer. On ne peut pas couper sur Non, ces c'est ça. choses-là. C'est des frais fixes. Donc, la conséquence, ça va être sur l'épicerie des gens. Donc, en Et là, Russie, est-ce que tu penses que, excuse de te couper, mais est-ce que tu penses que la stratégie, ou en tout cas l'effet collatéral de ça, ça peut être que les alliés des Russes, qui somme toute ne sont pas tellement nombreux, là, on parle de la Biélorussie, ben, peut-être peut-être la comme, Chine, mais ça reste obscur un peu le rôle de la Chine là-dedans. Ils ont plutôt tendance à ne pas vouloir s'en mêler. Mais est-ce que tu penses que ça peut mener au fait que si les gens des petits pays autour qui commencent à souffrir, à un moment donné, ça se peut que le téléphone sonne et que ces gens-là disent, écoute, c'est bien beau la guerre en Ukraine, mais moi, j'ai du monde qui creve de faim, là. Il va falloir que ça arrête, là. ouais, ben le problème, c'est l'hégémon dans la région, c'est la Russie. Donc, que le Kazakhstan, le Tadjikistan ou le Kyrgyzstan téléphone au Kremlin pour demander à la Russie de faire marche arrière, ça n'arrivera pas. Donc, à l'heure actuelle, oui, la Chine est neutre dans une certaine mesure, mais elle n'a pas imposé de sanctions à la Russie. Et la Chine est très énergivore. Elle va continuer à acheter du pétrole à la Russie, dont le baril de pétrole est à plus de 100 là, au moment où on se parle. Mhm. Donc, ça peut permettre à l'économie russe de pouvoir se maintenir à flot. Les Russes peuvent aussi vendre leurs réserves d'or à la Chine. Ils ont l'équivalent d'à peu près 130 milliards de dollars. La Russie a aussi un fonds souverain qui pourrait leur permettre là, d'amoindrir les conséquences là, de cette crise-là. Mais au final, il n'en reste pas moins que c'est la population civile. Donc, on doit se poser la question sur le plan moral. Quelle est la légitimité de faire souffrir des gens qui n'ont pas engagé leur responsabilité morale dans le Ah, conflit en c'est ça, Ukraine? là. Et une population civile, c'est une dictature. Les gens n'ont pas leur mot à dire. La population russe, là, qui vient de perdre 30 de son pouvoir d'achat, ce sont des victimes aussi là, de cette crise-là. Là. Et malheureusement, en Occident, on renvoie l'idée que c'est une guerre totale et tout le monde doit payer. Tous les Russes sont responsables de ce qui arrive en ce moment. Et ça, moralement, là, on est en train d'aller à l'encontre du principal principe moral qui doit être respecté en temps de guerre, qui est le principe de la discrimination. Donc, on ne peut tuer ou on ne peut s'en prendre qu'aux individus qui ont engagé leur responsabilité personnelle dans un conflit. Et évidemment, les civils
on n'a pas le droit de toucher à ces gens-là. On doit respecter leur intégrité physique. Et, Oui, euh, les et, civils, et, et les c'est pas le cas enfants, en ce moment. etc. Imaginez, on l'a vu ici au Kazakhstan il y a 2 ans, lorsque la crise de la COVID a frappé l'économie de plein fouet. Vous avez des gens qui ont perdu leur emploi et puis la prostitution a augmenté, là. Donc, c'est ça à quoi on doit penser. Il y a des milliers, des centaines de milliers de femmes russes en ce moment qui doivent être en train de se poser la question, pour nourrir mes enfants, est-ce que c'est quelque chose que je vais être obligé de faire? Parce que le salaire des gens, là, il n'augmentera pas, là. Mais les prix, eux autres, à la consommation vont continuer à augmenter. Et ça, c'est dramatique, là. Quand on pense aux conséquences là, que ça va avoir sur ces gens-là, ces femmes-là, c'est terrible. Et ces gens-là n'ont absolument rien fait. Ils n'ont pas engagé leur responsabilité personnelle dans ce conflit-là. Et ça, l'Occident est en train là, d'aller en l'encontre des principes les plus importants de la guerre. Et la dernière fois que des sanctions économiques indiscriminées ont été mises en place, ça a été après la première guerre du Golfe en 91 contre l'Irak. Et les conséquences que ça a eues, c'est que ça a entraîné la mort, selon les estimations d'organisations internationales, d'à peu près 1,5 million d'enfants irakiens qui sont décédés de malnutrition. Donc, est-ce qu'on est en train de se diriger vers ça aussi en Russie? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, la nature des sanctions qui est imposée en ce moment à la Russie est très similaire aux sanctions qui ont été imposées à l'Irak dans les années Hmm. 90. Et pour l'instant, les organismes internationaux de ce genre-là se font quand même assez tranquilles parce que les choses ont été présentées de manière tellement manichéenne que c'est soit vous êtes pro-russe et dans le fond, vous êtes pour la guerre, ou soit vous êtes une bonne personne et vous êtes pro-ukrainien. Mais attendez, tu sais, en ce moment, tu sais, finalement, c'est comme j'ai dit l'autre fois, la guerre, c'est toujours la même chose. C'est toujours les petits qui se font avoir là-dedans. C'est toujours le peuple qui mange la facture. Puis, tu sais, d'un côté, on a les Russes qui vont mourir de faim dans certains égards, ou en tout cas qui vont être obligés de se livrer à des activités plus ou moins gratifiantes pour subvenir à leurs besoins. Puis de l'autre, ben, on voit des images d'Ukrainiens que leur maison est en ruine, puis ils prennent le train pour s'en aller en Pologne, là. Donc, Ouais. c'est des vies ruinées de part et d'autre pour finalement des conflits, tu sais, politiques. Je suis pas sûr que si on parle à l'Ukrainien moyen, qui fait sa petite affaire, puis est professeur d'école ou est boire ou peu importe, je suis pas sûr que lui il entretient un ressentiment à l'égard de la Russie qui justifie les sanctions qu'il y a. Puis de l'autre côté, je suis pas sûr que le Russe moyen qui fait sa vie, qui fait ses choses, et si on y avait expliqué qu'est-ce qui allait se passer avec l'invasion de l'Ukraine, je suis pas sûr qu'il aurait donné son aval non plus. Tu sais. Ouais. C'est- Mais dans le cas de la Russie, ces gens-là n'avaient pas leur mot à dire. C'est un régime exact. autoritaire, c'est une autocratie, donc la voix du peuple compte pas. Mais c'est malheureux et personne n'en parle en Occident. Évidemment, on se concentre sur l'attention médiatique est tournée vers les civils ukrainiens à Kiev qui subissent là, de plein fouet l'invasion russe. C'est terrible, c'est affreux, mais il faut aussi voir l'autre côté de la médaille et penser aussi à la population Ah oui, russe une vie, qui, c'est une vie, là. Je veux dire, c'est ça. mourir de faim ou mourir parce qu'il y a une bombe qui tombe, je pense pas qu'il y a quelque chose qui est d'un point de vue Tu sais, on peut pas faire de gradation là-dedans. On peut pas dire, ah, mais c'est plus grave un ou c'est moins grave l'autre. Ça reste des vies. Ça reste des Ouais. vies pareilles. Puis, il y a deux affaires, moi, qui ont retenu un peu mon attention dans le déroulement du conflit. C'est, d'une part, on a été peut-être un peu surpris de la force militaire russe. On s'attendait à voir une armée moderne débarquer là avec du matériel militaire haut de gamme. Et puis les premières images qu'on a commencé à voir circuler, les gens qui connaissent ça ou qui sont proprement militaires, ce qui avait l'air de dire, c'est que ça ressemble aux mêmes équipements que quand ils ont fait la guerre en Afghanistan il y a 35 ans. Là. Et là, Ouais. il y a des gens qui disent ouais, mais là, ils ont envoyé les conscrits au départ, c'est pas les vrais militaires, c'est pas le vrai équipement. Je ne sais pas exactement quel intérêt ils ont à étirer ça. Moi, dans ma tête, je pensais que ça allait être un genre de guerre éclair, là, dans le sens que on fait une opération très rapide, on encercle Kiev, le gouvernement est forcé de faire reddition ou en tout cas de négocier. Et puis finalement, on, euh, on, on, euh, on
on clôt l'histoire comme ça s'est fait en Géorgie très rapidement, mais là, ça a l'air à vouloir s'étirer. Et puis l'autre truc qui m'a frappé, c'est comment la machine de communication russe ou la machine de propagande russe, appelons ça comme on veut, a été complètement hâtée par la machine à images, la machine à propagande ukrainienne. C'est-à-dire que ce que les Russes faisaient circuler comme rumeur, comme information, c'était souvent un peu grossier. Tu sais, j'ai vu des histoires de regardez, les médias ont dit que ce journaliste est mort, mais c'est le même qui est mort dans une autre couverture en Syrie. Puis finalement, tu sais, un simple fact-check montrait que c'est pas du tout vrai ce qu'ils faisaient circuler. Alors qu'en Ukraine, ils ont fait circuler toutes sortes de trucs. La première dame a pris les armes. Finalement, tu vérifies, c'était une photo stock achetée en 2020 sur une banque d'images. Regardez les Ukrainiens, ils n'ont même pas de fusils. Ils ont des fusils en bois juste pour faire semblant. Finalement, c'était des images d'un exercice militaire d'il y a plusieurs mois. Puis, tu sais, ce que je dis là, ça peut se vérifier. Vous avez juste à faire Reuters fact-check et puis vous avez toute la liste des affaires qui ne sont pas vraies. Les images de Zelensky habillé en armée dans des tranchées datent d'il y a un an. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a l'impression que l'Ukraine est un régime qui était arrivé un petit peu plus au 21e siècle dans sa manière de faire réagir à un conflit, alors que les Russes sont un peu encore à l'époque de on fait le bulletin de télé avec un monsieur habillé en armée. Là. Ouais, ouais. Le système de propagande russe semble très arriéré. Là. C'est ça que je veux dire. Oui, non, ben en ce moment, pour des gens qui étudient le marketing, les communications, la désinformation en ce moment, de part et d'autre, c'est un sujet fascinant. Puis comme tu l'as dit, il y a énormément d'exagération. Le fantôme de Kiev, le fameux pilote qui aurait abattu jusqu'à 10 avions russes, des images qui ont circulé en ligne, en fait, même proviendraient d'un jeu Un vidéo. jeu vidéo. Euh, Hein. les 12 soldats sur l'île qui ont envoyé se faire foutre la marine russe, qui ont supposément été tués, en fait, sont prisonniers de guerre. Ils sont bel et bien en vie. Donc, oui, non, mais c'est un élément extrêmement important pour le moral des troupes, de la population. Puis ça, Zelensky, puis les Ukrainiens l'ont très bien compris. Et puis, ça va faire école dans les conflits du futur, là, tout ce que le gouvernement ukrainien met en place comme tactique d'information et de désinformation. Ça va être repris à nul doute dans les conflits à venir. Là, maintenant, pour revenir à ta question, c'est effectivement surprenant que l'armée russe se soit enlisée à ce point-là en Ukraine. Donc, il y a plusieurs facteurs. Donc, l'armée ukrainienne, depuis 2014, a acquis une expérience du combat. Ça, c'est pas à négliger. Mhm. Les Ukrainiens aussi, ben, ils s'attendaient à une invasion. Là. Ils étaient prêts dans une certaine mesure. Visiblement Mais plus que nous, en tout cas. ouais, et puis le Kremlin, Vladimir Poutine, a sous-estimé aussi la volonté de combattre de Zelensky et des Ukrainiens. Lui, dans sa tête, Zelensky, Il allait se c'est un sauver. jeune, Là. Ouais. c'est un jeune homme, c'est un acteur, c'est pas un vrai chef, c'est pas un vrai chef d'État. Puis lui, sa perspective, probablement, c'était il allait foutre le camp dans le premier avion avec des lingots d'or dans la soute, comme Ashraf Ghani, le président afghan, en août dernier. Or, ça n'a pas été le cas. Puis maintenant, il galvanise la population, il incarne l'esprit de résistance. Donc ça, évidemment, le Kremlin ne l'avait pas prévu. L'autre aspect aussi qu'on doit aussi considérer, c'est que Vladimir Poutine a aussi clairement sous-estimé ses propres forces militaires. Et là, ici, le problème, c'est que, un peu à l'instar de Staline, Poutine, très clairement, il incarne une terreur auprès de Mm. ses proches collaborateurs. Donc maintenant, il est victime de sa propre terreur. Je sais pas, il y a environ une semaine à la télévision, il y avait c'était une espèce de grand oral, il était assis seul à sa grande table et puis ses principaux collaborateurs étaient invités à venir disserter sur la question ukrainienne. Puis son chef des services de renseignement, là, c'est le chef des espions. Là. Il se présente devant lui, puis là, Poutine l'interrompt, puis il dit là, non, là, parle clairement. Si on a à envahir l'Ukraine, est-ce que tu vas donner ton accord? Et là, il n'a pas répondu clairement. Et là, c'était l'humiliation du chef d'État, l'humiliation de son chef des espions, son chef des services de renseignement. Mais le type, on le voyait, là, était terrorisé. C'est un individu qui n'avait pas été briefé sur ce qu'il devait dire. Et là, il cherchait les bons mots, il Ouais, bafouillait, ouais, il ouais. savait pas. Il a peur de son propre président. Donc, quand vous êtes dans une situation comme celle-là, vous avez peur de votre chef d'État,
vous allez enjoliver la réalité. Vous n'allez pas lui dire la réalité parce qu'il va vous tomber sa patate puis il va vous renvoyer. Et je dois mentionner un individu dont on n'a pas réellement parlé, mais je pense que c'est important de le dire, c'est son ministre de la Défense. C'est un général, le général Sergei Shoigu. Shoigu est ministre de la Défense depuis 2012. Mais avant d'être un général, c'est aussi un politicien de carrière. Shoigu occupe des postes dans l'administration russe depuis 1991 sans arrêt, mais des postes de haute responsabilité. Puis une de ses filles occupe aussi un poste extrêmement important dans l'appareil d'État. Donc, Shoigu, c'est un béni-oui-oui, c'est un yes-man qui clairement, parce qu'en Russie, pour être en mesure, là, puis dans des pays comme ici au Kazakhstan, pour être en mesure d'assurer sa survie politiquement pendant aussi longtemps, pendant 30 ans, il ne faut pas piler sur les pieds de qui que ce soit, il ne faut pas faire de vagues. Donc, probablement, il a toléré la corruption dans l'armée russe. Donc, tous les chars d'assaut qui tombent en panne en ce moment, on peut très bien soupçonner qu'ils ont été mal entretenus, que des pièces ont été volées et vendues par les membres de l'armée russe sur le marché noir. Donc, évidemment, Shoigu n'a pas dit la vérité à Poutine. Probablement, pour rester en poste, il a continué à lui affirmer on a l'armée la plus puissante au monde, on a l'armée la plus puissante au monde, ça s'améliore, on a du nouvel équipement, des chars d'assaut plus puissants. Donc, tu peux être certain, en cas d'invasion, il n'y aura aucun problème, on va être capable de vaincre nos ennemis. Donc, parce que s'il avait dit la vérité, non, écoute, ça fait 10 ans que je suis en poste et puis malheureusement, j'ai toujours toléré la corruption. La formation des militaires ne s'est pas réellement améliorée au cours de mes... Ouais. Ça se dit pas, là. Ben, Donc, lui, il Poutine, peut très bien disparaître, là, si, mettons, il dit quelque chose comme ça. Là. ouais, c'est ça. Puis, avec la performance de l'armée russe, on a une expression ici. C'est très probable qu'on l'envoie pelleter de la neige en Sibérie au cours des prochaines semaines. Ouais. Et ça, et ça, inévitablement, ça a joué un rôle dans l'analyse de Poutine. Moi, je maintiens toujours que Poutine a fait un calcul rationnel. De toute façon, ça fait 20 ans qu'il dit la même chose au sujet de l'OTAN puis au sujet de l'Ukraine. C'est toujours les mêmes menaces. Donc, il est pas dans un monde parallèle. Il a fait un calcul rationnel, à mon avis, mais un calcul qui s'est appuyé sur Les des prémices facteurs erronées, ouais, c'est ça. et prémices erronées. Donc, l'idée, mon armée est plus puissante que l'armée ukrainienne. Zelensky, c'est un lâche qui va fuir au premier coup de feu. S'il s'est fait répéter ça sans arrêt au cours des 2 dernières années, il en est devenu convaincu lui-même, puis il s'est dit, l'invasion va se faire rapidement, on va atteindre nos objectifs très rapidement. Oui, il va y avoir des sanctions, mais ça va être des sanctions de courte durée qui éventuellement vont être abandonnées et puis on va reprendre, la vie des Russes va reprendre son cours normal des choses. Et là, ben, il est placé devant une réalité clairement qui aurait voulu s'éviter. Là. Et là, et maintenant, c'est une fuite vers l'avant. Il ne peut plus reculer, là parce que sa tête est mise à prix au tribunal international de La Haye pour crimes de guerre, pour crimes contre la paix. Il ne peut plus reculer. Donc là, il va utiliser la bonne vieille méthode russe au cours des prochains jours. Moi, ça ne me surprendrait pas qu'il fasse déployer de l'artillerie autour de Kiev et de Kharkiv, et puis ordonne tout simplement de raser ces deux villes-là. C'est ce que les Russes ont fait à Grozny dans les années 90. Et c'est une stratégie typique de l'armée russe qui permet aussi d'éviter de voir ses soldats mourir. C'est malheureusement, c'est ce que je crois, c'est ce qui va arriver au cours des prochains jours. Puis Kiev, c'est une super belle ville. Je suis déjà allé. Ça m'a vraiment surpris à quel point c'est une ville magnifique. Puis ça me fait de la peine de savoir que fort probablement la ville va être rasée au cours des prochaines semaines. Là. Mais justement, j'ai du mal à comprendre parce que finalement, en ce moment, pour les Russes, il me semble que leur intérêt, autant que les Ukrainiens, ce serait de trouver on a vu des débuts de pourparlers, puis ils sont allés à la frontière de Bélorusse pour parler ensemble, puis en tout cas, ça a l'air à déboucher sur rien, mais finalement, il faudrait qu'il y ait une porte de sortie honorable pour les Russes, sinon on s'en va vers une nouvelle époque où ils vont être complètement marginalisés sur le plan international. Puis là, tu sais, les prochaines étapes, c'est bon, ben, est-ce que la Russie va être jetée dehors du G7? Tu sais, comment ça va fonctionner tout ça? Parce que là, s'il n'y a pas de fin à cette crise-là, puis s'il n'y a pas de sortie de négociation puis de sortie honorable, si on s'enligne vers la On en a pas. marginalisation totale
de la Russie d'un point de vue international. Puis là, ben, les sanctions, ils peuvent perdurer dans le temps, là, même si ça Ouais. ne sera peut-être pas justifié de le faire. Puis comme tu l'as expliqué, puis je pense que ça, c'est un bon point, c'est que si le peuple russe souffre, ça va être facile de leur vendre du sentiment, du ressentiment anti-occidental, et puis là, de Mhm. se faire, de promouvoir l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui pourrait peut-être remplacer Poutine, mais qui sera quelqu'un qui va nourrir encore plus le sentiment de. Un peu ce qu'on voit en Corée du Nord. Là. Tu sais, les Coréens, dans leur tête, eux, il y a un grand complot contre eux autres là, sur Terre. Là. Puis c'est nous autres le problème, c'est pas eux autres. Là. Fait que, tu sais, là-bas, ils se font dire que oui, mais c'est parce que nous, on résiste, le reste du monde veut nous détruire, etc. Puis on voit ce que ça fait, là, de Ouais. les gens qui sont élevés puis qui sont cultivés dans ce régime-là. Puis, tu sais, là, on a vu, j'ai vu des lois qui ont passé là, en Russie, comme quoi maintenant, là, pour essayer d'éviter la fuite des capitaux, ils ont passé une espèce de décret interdisant aux Russes de changer leur monnaie contre de l'argent étranger. Tu sais, il y a plein de choses comme ça qui peuvent mener finalement au repli, à la fermeture de la Russie qui est presque sur elle-même. Puis je veux dire, comme c'est des gens qui ont des armes nucléaires, c'est pas dans l'avantage de personne que ces gens-là soient refermés puis qu'ils soient coupés du monde international. Là. Mhm. Non, puis ça, c'est la conséquence politique des sanctions sur le long terme. Si, par exemple, advenant le cas où le régime de Poutine serait renversé, ça va quand même se faire au prix de millions de Russes qui vont perdre tous leurs avoirs, là. Ces gens-là, après ça, est-ce que l'Occident s'attend réellement, si ça arrive dans 6 mois, dans un an, est-ce que l'Occident s'attend réellement à ce que ces gens-là embrassent les valeurs de la démocratie libérale, de la Non, c'est ça. démocratie occidentale et soient prêts à devenir les alliés des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France? Non, il faut penser à ça aussi, là. On est en train peut-être de créer chez eux un désir comme tu dis, de vengeance, du revanchisme, qui à terme pourrait mener à l'élection ou un individu encore pire que Poutine à la tête de l'État russe qui là, va profiter de cette frustration-là qui va se bâtir au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, pour se dire, un peu comme Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale, se nourrir de la frustration du peuple russe pour ensuite justifier une guerre de plus grande Ouais. envergure, là, pas juste contre l'Ukraine, mais le reste de l'Europe, là, par exemple. Là. Et ça, encore une fois, on n'y pense pas. Parce que là, en ce moment, l'Occident, c'est la frustration. Poutine, c'est un méchant, c'est un malade mental, il faut l'écraser à tout prix. Et ça, c'est une très mauvaise analyse. Il faut rester rationnel, conserver la tête froide et se dire, bon, si on agit de telle façon, quelles vont être les conséquences politiques sur le long terme? Quelles vont être les conséquences morales aussi de nos actions? Parce que l'idée aussi, c'est que l'Occident doit conserver sa hauteur morale dans cette guerre-là. Pas donner des munitions à la propagande russe qui pourrait dire, comme la propagande occidentale, ben voici, notre ennemi agit de façon indiscriminée, fait souffrir des civils, alors il faut continuer le combat contre ces gens-là parce qu'ils veulent notre perte, ils veulent nous détruire à tout prix. Et Ouais, puis, exact. combattre, c'est une question de survie. Là, quand les deux camps embarquent dans une logique comme celle-là, là, il n'y a plus de limite et ça devient extrêmement difficile, voire même impossible de négocier. Donc, sur ce plan-là, la négociation, la porte de sortie, la seule porte de sortie qui fait du sens à l'heure actuelle, c'est un pays qui est respecté tant par les Russes que par les Ukrainiens. Et le seul pays en ce moment qui occupe cette position-là, c'est la Chine. La Chine a énormément d'intérêt en Ukraine. Pour rappeler, la Chine est en train de construire un très long chemin de fer qui relie la Chine au continent européen. Donc, un chemin de fer qui passe Mhm. par le Kazakhstan, la Russie et inévitablement aussi par l'Ukraine. Donc, Mhm. si l'Ukraine est un pays en guerre, on s'entend qu'on ne construit pas des voies ferrées à un pays qui est Ben bombardé non, qui avec est détruit. Là. qui est détruit. Donc, ça bloque. Le problème en Ukraine en ce moment, le conflit bloque les perspectives d'avenir pour le développement de ce que les Chinois appellent la route de la soie, le projet de la route de la soie. Donc, ils ont un intérêt à faire cesser le conflit. Et Xi Jinping est probablement le président chinois, le seul chef d'État qui a la confiance ou en tout cas l'oreille de Vladimir Poutine. Et évidemment, la Chine a aussi un énorme levier par rapport à la Russie parce que la C'est Chine ça. pourrait dire, écoute, si ça continue, là, si tu n'es pas prêt à t'engager dans des discussions de paix, notre pétrole, on va l'acheter ailleurs.
puis on va peut-être commencer à imposer, nous aussi, des sanctions. Là, si c'est le cas, là, la Russie va être là, littéralement là, isolée sur la scène mondiale. Et là, il n'y a pas de voie de sortie pour Vladimir Poutine dans ce cas-là. Donc, la Chine a la capacité d'agir en ce moment et de forcer les Ukrainiens et les Russes à s'asseoir et à négocier. Et c'est drôle à dire, hein, qui aurait cru il y a quelques mois à peine que Xi Jinping pourrait potentiellement être le récipiendaire du prix Nobel de la paix cette année? Parce que Ben, c'est si ce que c'est le j'allais cas, dire. là, En plus, c'est parce que les Chinois ont comme. Je me mets dans leur position et moi, si j'étais dans les hauts dirigeants chinois ou le président chinois, j'y verrais là une excellente occasion de faire oublier la merde que tous les pays du monde ont vécu à cause de nous, là. Parce ouais, que la réalité, c'est la suivante, là. C'est que les Russes ont, pas les Russes, mais les Chinois ont essayé de garder toute l'information qu'il y avait alentour du coronavirus. Quand ça a commencé à sortir, ils ont fait taire les médecins qui commençaient à dire ouais, il y a comme un genre de virus là, qui circule, ça a l'air vraiment mortel, il faudrait regarder ça. Ils ont fait comme si de rien n'était. Ils n'ont toujours pas réglé le problème de wet market, toutes ces affaires-là. Donc, je veux dire, il y aurait intérêt à agir comme un espèce de médiateur pacifique dans cette crise-là pour justement montrer, faire un peu patte blanche, montrer, dire, regardez, finalement, vous nous avez reproché bien des choses, mais c'est grâce à nous si on n'est pas dans une guerre nucléaire. Ça sera un peu mhm. comme ça que ce serait vendu, là. Ah oui, et puis ça donnerait là, une plus-value à la diplomatie chinoise et ça ferait de la Chine une force d'attraction encore plus attractive pour les autres pays de la planète qui malgré tout, à cause du coronavirus, mais d'autres raisons aussi, font un petit peu la Chine comme pas nécessairement comme un allié de choix, parce que sur le plan économique, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans les pays d'Asie du Sud-Est, puis lorsque les pays n'étaient pas capables de rembourser les prêts, la Chine a serré la vis, là. Donc, il y a une donc, dans beaucoup de pays dans le monde, il y a une perception, il y a une sinophobie, il y a une perception très négative à l'égard de la Chine. Et là, ils ont l'occasion là, de gagner des points. Mais donc, en ce moment, s'il peut y avoir une sortie honorable par la voie diplomatique, à mon avis, ça ne peut passer que par Pékin. Ouais, 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 absolument. Je pense aussi que les Chinois ont peut-être un rôle à jouer là-dedans parce que j'ai regardé le State of Union du président Biden et je pense pas que c'est lui qui va régler ce conflit-là. Il a plus l'air d'être avec une bouteille d'huile et essayer d'en lancer un peu sur le feu. Il parle Oui. de la lutte du monde libre contre. En tout cas, bref, j'avais l'impression d'être un petit peu en 1970, là. C'était un Oui. discours. Faut comprendre que c'est quand même pas l'URSS qui est là aussi, là. Les choses ont changé quand même d'un point de vue international. Donc, c'est un peu Non, malheureux Biden, de. C'est un peu malheureux, en fait, de voir. Puis ça, je pense que Poutine il avait peut-être misé là-dessus, c'est-à-dire la faiblesse des grands dirigeants occidentaux. Tu sais, quand tu regardes avec les personnes avec qui il a dû composer dans le début de sa carrière politique comme président, tu sais, tu te dis, bon, Jacques Chirac, Bill Clinton et George Bush, Tony Blair, Jean Chrétien et Harper, tu sais, c'est quand même des gens qui avaient une certaine stature et une certaine prestance internationale si on compare ça avec Macron et Biden. Tu sais. et Trudeau. Et Trudeau, là, tu sais, je veux dire, les leaders actuellement sont extrêmement faibles. Je n'ai pas l'impression que leur voix résonne d'une quelconque manière, là. Tu sais, les Russes, eux, regardent ça et se disent, écoute, le premier ministre canadien, il a eu besoin d'une loi de guerre pour gérer des manifestations de camions. Je ne pense pas que c'est une grosse menace pour nous, là. C'est Non, sûr, non. c'est Puis, sûr qu'après, l'union fait la force, dans le sens que si tous les pays, même si c'est des pays faibles, entre guillemets, d'un point de vue diplomatique, quand tous les pays se liguent contre toi, c'est sûr que ça devient compliqué à gérer aussi, là. Euh, Qu'est-ce que tu penses, peut-être, en s'en allant vers la fin tranquillement, qu'est-ce que tu penses du rôle de l'Allemagne dans ce conflit-là? Parce que beaucoup de gens ont parlé du lien qui unit l'Allemagne avec la Russie au niveau de l'énergie. Puis là, il y en a qui disent, ouais, l'Allemagne, oui, ils dénoncent ce qui se passe avec la Russie, mais ils ont peur un peu d'y aller trop fort parce que si jamais il se passe de quoi au niveau de l'énergie, ils sont un peu
Ils sont un petit peu baisés, eux, là-dedans, là, parce que ça va coûter cher de chauffer l'hiver en Allemagne avec la dépendance qu'ils ont avec l'énergie russe. Puis ça m'amène un peu aussi à une autre question qui est euh, est-ce que tu penses que ça va nous mener peut-être à revoir toutes les priorités énergétiques qu'on a? Parce qu'on voit le président Biden qui a cancellé le Keystone, tous les projets pour amener du gaz naturel ou du pétrole dans les raffineries de l'Est de l'Amérique et du Canada pour ensuite envoyer ça en Europe ou en Asie. Pour des prétextes écologiques, on a tout arrêté ces projets-là, ou en tout cas, on les a mis sur pause, puis on leur met des bâtons dans les roues. Et là, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que peut-être que ce serait mieux d'avoir des projets, oui, qui impliquent des énergies fossiles, mais qui sont faits dans des conditions où les droits humains sont respectés, que les salaires sont bons, que les normes environnementales sont respectées. Parce que là, la réalité, c'est que certains pays européens sont dépendants des énergies fossiles russes, là. Et puis Ouais. là, ça change ça change les relations. Poutine le sait très bien qu'il y a un levier avec ça, là. Oui, oui, il y a un levier, surtout avec l'Allemagne, dont à peu près 50 de sa consommation de gaz naturel provient de la Russie. Ça a été quand même assez surprenant dans un sens de la part de l'Allemagne, parce que maintenant, l'Allemagne s'expose. Si la Russie décide de couper les vannes, la facture de consommation d'énergie en Allemagne va doubler, tripler, voire même quadrupler. Et ça va créer du ressentiment populaire à l'égard des élites politiques allemandes qui sont au pouvoir. Donc, dans une démocratie, c'est le coût, c'est le coût à payer. Donc, ça a été assez surprenant. Et l'Allemagne est vraiment allée all out, canceller le projet Nord Stream 2, a aussi validé la vente d'armes à l'Ukraine. C'est comme si l'Allemagne avait embarqué dans la logique du jusqu'au boutisme. Il faut tout faire, il n'y a plus de limite, on doit écraser Poutine à tout prix. Donc, à l'heure actuelle, ils n'ont pas payé le coût Mhm. de leurs mesures, de leurs sanctions, mais à terme, Vladimir Poutine, si l'économie russe est en mesure de se stabiliser, là en ce moment, c'est un peu la crise, mais si l'économie russe est en mesure de se stabiliser, là, il va être en mesure de se dire, bon, là, on peut contre-attaquer. Là, je peux commencer à couper l'approvisionnement en gaz ou en pétrole vers l'Union européenne. Parce que là, en ce moment, il y a besoin de cet argent-là là, pour pouvoir faire en sorte que l'économie russe reste à flot. Donc, s'il est en mesure de tout stabiliser, peut-être avec l'aide de la Chine, là, il va être en mesure de passer à la contre-attaque. Et là, ça va faire extrêmement mal. Donc, on voit en ce moment, c'est quoi le litre d'essence au Québec? C'est quoi? 1,65 $ à peu près? Non, on est plus que ça, là. Hier, on était peut-être une 75. 1,75 déjà, bon. Ben, si la Russie décide de couper les vannes, votre litre d'essence va peut-être passer à 2 $, 2,15 $, 2,25 $. Là, on va voir si les gens vont toujours être aussi fiers d'appuyer symboliquement l'Ukraine. Quand ça va commencer à vous faire mal dans votre portefeuille, là, quand le vrai sacrifice va être exigé là, au nom d'une cause, là, peut-être que les gens vont commencer à se retourner contre les mesures que leur gouvernement ont mis en place. Et ça, c'est clairement le risque de l'Allemagne et de beaucoup d'autres pays de l'Union européenne et qui n'ont pas d'alternative, là. Les Américains ne peuvent pas, du jour au lendemain, construire un oléoduc sous l'Atlantique puis les approvisionner en pétrole ou en gaz, là. Donc, les Européens jouent un jeu très, très dangereux, mais leur calcul à eux, c'est on va être en mesure de venir à bout de Poutine en l'espace de quelques semaines. Donc, on va régler le problème très rapidement. Mais si le problème ne se règle pas rapidement et que la guerre C'est ça. s'enlise et durera encore pendant 6 mois ou un an, là, c'est sûr que Vladimir Poutine va, Hum. lorsqu'il aura stabilisé son économie, va passer en mode vengeance, en mode contre-attaque. Puis là, ça va faire mal. Et là, évidemment, c'est tout le problème de l'interdépendance économique. On s'en était déjà rendu compte au cours des 2 dernières années avec la pandémie. Tous les problèmes qui sont associés à l'interdépendance économique. Vous avez des pays maintenant qui dépendent, dans le cas de la pandémie, qui dépendaient d'autres pays pour l'approvisionnement en ventilateurs, en masques, en acétaminophène, en Tylenol. Des pays ont commencé à prendre des mesures pour être un petit peu plus autosuffisants sur le plan sanitaire. Et là, une guerre comme celle-là montre aussi à quel point, ou va montrer, comme je dis, si elle est perdue encore pendant un autre 6 mois, va montrer à quel point l'interdépendance énergétique gazifière peut faire extrêmement mal à des économies comme les économies de l'Union européenne ou l'économie canadienne. Et là, effectivement, ça va peut-être relancer l'idée de la nécessité d'essayer de maintenant être non seulement autosuffisant sur le plan sanitaire, mais aussi être autosuffisant sur le plan énergétique. Et oui, ça peut relancer les débats
sur des grands projets euh, comme le gaz de schiste, par exemple, on n'en parle plus au Québec depuis à peu près une quinzaine d'années, mais ça pourrait relancer un projet comme celui-là parce que les gens vont ultimement s'en rendre compte. L'interdépendance énergétique en temps de guerre vous rend extrêmement vulnérable et vous allez en payer le prix. C'est malheureux, mais c'est un peu écrit dans le ciel. Tous les gens peut-être se ferment les yeux et ne veulent pas voir ce qui se pointe à l'horizon, mais c'est ça qui va arriver, là. C'est comme Hmm. ça que vous allez subir les contre-coups de la guerre. Vous ne serez pas bombardés, vous n'aurez pas d'obus qui vont vous tomber sur la tête, mais attendez-vous à payer le prix pour que ce soit des denrées alimentaires ou le prix de l'essence ou le chauffage, là. Hmm. Ouais, c'est une situation qui est à l'avantage, comme je disais au début, qui est à l'avantage de personne. On a vu Zelensky dans les dernières heures qui disait tu sais, finalement, le monde entier, il n'a pas dit ça de même, là, mais je le mets dans mes mots, là. Le monde entier met des petits drapeaux de l'Ukraine, puis nous chante leur amour, mais finalement, concrètement, il n'y a personne qui nous aide vraiment au final. Tu sais, on a vu les soldats, les soldats ukrainiens un peu laissés à eux-mêmes, les civils armés de manière catastrophique, pratique douteuse là, d'ailleurs, mais en même temps, Et ça, en même temps, sont un peu au désespoir. Là. Je sais pas ce qu'on ferait ici là, oui, dans un non, tel oui. contexte, mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un peu une genre d'hypocrisie dans le sens que les pays du monde se rangent derrière l'Ukraine, mais il n'y a personne qui est prêt non plus à aller se battre contre la Russie. Là. Ben, ça se fera pas. Là. Je pense que personne n'a intérêt à le faire. Donc, en gros, on espère qu'il dure assez longtemps puis que les sanctions fassent leur effet. Mais tu sais, je pense pas qu'on va voir l'armée anglaise débarquer en Ukraine ou quelque chose Non, comme ça, non. là, tu sais. Non, 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 parce que ça serait une déclaration de guerre contre une puissance nucléaire dirigée par un individu qui est prétendument dérangé mentalement. Non, ça arrivera pas. Donc, c'est ça, mais l'Occident, en ce moment, est en train d'essayer de trouver une façon d'aider à rabais, et surtout en se donnant bonne conscience, imposer des sanctions qui n'ont pas encore d'effet sur nos économies. Donc, c'est du gagnant pour les sociétés occidentales. Mais il n'y aura pas d'intervention directe des armées occidentales en Ukraine ou contre la Russie. Par contre, ce qui pourrait être fait, et ça, je l'ai déjà évoqué dans une autre entrevue, l'armée canadienne, par exemple, c'est pas interdit à des citoyens canadiens qui désirent aller combattre en Ukraine. C'est pas interdit, c'est pas une violation des droits de la guerre. C'est balisé par les droits de la guerre. Et si un citoyen canadien combattant auprès des forces ukrainiennes tombe prisonnier de guerre, il doit être traité en conséquence, là. Donc, vous avez énormément de soldats de métier dans l'armée canadienne, des gens qui sont entraînés au rudiment des combats. Ils savent planifier une défensive, ils savent Mhm. planifier une offensive, ils sont en mesure de manipuler des armes technologiquement avancées. L'armée canadienne pourrait très bien dire, on va permettre un maximum de 500, 1000, 2000, 5000 soldats, peu importe, de rompre momentanément leur contrat d'engagement dans l'armée canadienne, de sorte qu'ils puissent s'enrôler dans l'armée ukrainienne, dans la fameuse légion étrangère mise en place par Zelensky. Et ces gens-là, c'est déjà le cas. Vous avez Wally, le sniper, Ouais. qui est déjà en Pologne et qui s'apprête à être déployé en Ukraine. Mais si, imaginez, tous les pays occidentaux acceptaient de faire une chose pareille, ben là, vous auriez là, 20 000, 25 000 vrais soldats. Ça, tu parlais des civils armés à Kiev. C'est Ouais. courageux, c'est symbolique, ça va rester dans les mémoires. Par contre, c'est extrêmement irresponsable de donner des armes à des individus qui n'ont aucune formation militaire, puis leur demander d'aller combattre au front contre des soldats russes qui, eux, sont peut-être des soldats professionnels qui ont une formation, Ah des, non, des vrais soldats, là. j'ai vu des Euh, images de routes qui étaient bloquées, des reportages de France 24 que j'ai vu des routes bloquées, puis il y avait des gens avec le gars, c'est un professeur d'école, l'autre, c'est un bibliothécaire, puis ils ont ouais. des AK-47 dans les mains, puis ils attendent les Russes qui arrivent. Là. Tu te dis, est-ce que ces Enfin, gens-là ont déjà manié une arme là, tu sais, dans leur vie? Est-ce que. ça va mal se finir pour ces gens-là. C'est malheureux. Il y a une entrevue, je pense que c'était à CNN, vous voyez le journaliste est derrière un soldat ukrainien qui tient une AK-47 et pendant que le journaliste parle, son chargeur tombe. Et là, vous voyez qu'il
il ne sait pas trop comment réagir. Mais c'est ça, vous donnez des armes à des individus qui n'ont aucune formation militaire, qui ne savent pas utiliser ces armes-là ou qui ont reçu une formation de fortune, puis vous leur demandez d'aller combattre, ça ne peut que mal finir. Or, l'alternative, la possibilité que les armées occidentales, les gouvernements occidentaux ont à leur disposition, c'est faire ce que je dis, libérer certains de leurs soldats qui sont prêts à le faire de leur contrat d'engagement pour qu'ils aillent s'enrôler dans l'armée ukrainienne pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Et ça va faire une véritable différence sur le champ de bataille, sur le terrain. Et ça va aussi permettre aux civils de pouvoir se retirer du champ de bataille puis d'aller retrouver leur famille puis d'aller en prendre soin. Là. Parce que, à la limite, c'est à la limite criminel d'envoyer des civils non formés combattre comme ça. Ben oui, c'est une forme en fait, c'est une forme de conscription. C'est ni plus ni moins, mais en plus avec des gens qui n'ont pas aucune formation. Non, c'est bien désolant de voir ça là, de part et d'autre, puis finalement, c'est des vies qui vont être ruinées, puis contrairement à un jeu vidéo, ben, il n'y a pas moyen de recommencer. Là, donc, c'est dramatique. Mais merci, Jean-François, de nous avoir expliqué là, toutes ces affaires-là aujourd'hui. On suit ce qui se passe un peu au jour le jour, puis on espère que le conflit, ben, on espère que ça ne durera pas plusieurs mois ou plusieurs semaines, parce que c'est là que ça devient... que ça devient dangereux. Puis je pense qu'il faut qu'il y ait je ne sais pas comment on dit ça en français, là, mais il faut que l'escalade de la violence se termine, là, puis qu'il y ait un retour à la voie diplomatique. Espérons peut-être la Chine pourra être utile pour une fois de ce point de vue-là. Oui, espérons-le.